nous allons débuter, puisqu'il est 12h01. Bienvenue tout le monde, merci d'être là. Je vous demanderai en commençant si vous n'êtes pas nommé ou que vous vous appelez, vous pouvez adopter l'identité qui vous plaît, mais si ça vous dit d'inscrire votre nom, c'est toujours plus sympathique. Je vous invite aussi à fermer votre micro, à moins de tout à l'heure vouloir poser une question, prendre la parole. Donc, je vous fais juste une petite intro, un petit mot de bienvenue, puis je vais tout de suite passer la parole à Annie Camus. Alors, moi, c'est Caroline Dufresne, donc je suis hôtesse et j'ai l'immense plaisir de coordonner le projet d'Atelier des savoirs partagés avec Sylvain Laroche, qui est caché, mais qui est là à Saint-Camille. Peut-être un mot, là, vous rappelez qu'est-ce que c'est les ateliers des savoirs partagés 2.0, donc parce que c'est la deuxième mouture ou la deuxième version. Donc, c'est 3 communautés territoriales, c'est Petit-Saguenay, Saint-Camille et la MRC de Bellechasse et une communauté d'une quinzaine de chercheurs qui sont rattachés à 5 universités qui partagent des savoirs, qui échangent sur le thème de la revitalisation, développement des communautés. Puis, il y a aussi le TIES qui est là pour le transfert de connaissances, la liaison, le transfert de connaissances. Donc, on est sur des questions ou des enjeux qui sont liés à la ruralité. C'est un projet, vous l'avez peut-être lu, mais qui vise à contribuer à la vitalité et l'attractivité du milieu rural, à renforcer l'action collective et l'animation locale, à favoriser la réflexivité des communautés, puis à favoriser... Oui, je l'entends tout, là. Bonjour, bienvenue avec nous. Ah, OK. Je me permets de fermer le micro, qu'on pourra rouvrir tantôt. Donc voilà, je vous invite, on va faire donc Annie va nous faire sa présentation, puis après ça, on a gardé, là, on a prévu une bonne période d'échange, vous pourrez rallumer vos micros, vos caméras, puis je vous inviterai à lever la main, ça va être plus simple, on est quand même une bonne gang, puis je pense que ça va être plus simple d'aller dans participants, et de cliquer sur la petite main pour la lever, ça va être plus simple que de faire des signes. En tout cas, si vous n'y arrivez pas, lâchez un cri, on va s'organiser pour vous entendre, mais si possible, là, utilisez la fonction lever la main. Alors, Annie, je te passe la parole. Eh bien, merci beaucoup. Donc, pour moi, c'est un immense plaisir de retrouver autant de monde. C'est rare que j'ai autant de monde autour de moi qui travaille, c'est ça, du fond de mon bureau, pas mal solitaire ces temps-ci. Et donc, je vais tout de suite, en fait, partager l'écran parce que j'ai préparé, un petit PowerPoint, question de mettre un peu de couleur dans notre journée. Ce qui veut dire aussi que pour l'occasion, je ne verrai pas là, les signaux de fumée de gens qui auraient des sourcils froncés, des questions dans leur visage ou dans l'écran. Donc, je compterai aussi sur Caroline là, pour tout ce qui est chat, conversation, questions. C'est pas parce que je vous aime pas, cher public, mais c'est vraiment parce que là, je ne vous verrai pas. D'ailleurs, Annie, est-ce que tu veux mettre ta présentation en mode comme plus plein écran? Parce que là, ce qu'on voit, c'est toutes les diapos qui s'en viennent. Là. Ah, OK. J'ai comme pas... Donc, c'est peut-être l'autre, un autre écran. Ouais. OK, oui, bureau 2. C'est bon. Désolée, erreur de picture ici. Est-ce Super. que c'est mieux? Oui, merci. C'est bon, merci Caroline. Donc, c'est ça. Alors, on m'a invité dans le fond alors, juste peut-être pour me présenter brièvement, vous allez savoir pourquoi on m'a invité à faire cette présentation-là. Je suis, entre autres choses, professeure à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM et je travaille là sur précisément tout ce qui est la question du développement, de la création des entreprises que moi, j'aime bien appeler entreprises qui entreprennent autrement. Donc, on va s'éloigner un peu de ce qu'on connaît et c'est un peu ça que je vais faire avec vous aujourd'hui. Donc, c'est comment on peut repenser le développement économique en contexte de transition socio-écologique. J'en profite aussi quand même pour dire que je fais partie de la communauté des chercheurs là, qui sont aussi aux ateliers de savoir partager 2.0 et avec un grand bonheur. Donc, je salue tout le monde d'ailleurs qui est ici aujourd'hui puis que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer dans ce cadre-là. Donc, je vais y aller très simplement pour commencer, c'est-à-dire on m'a dit de réfléchir au développement économique, comment on peut le repenser dans un contexte de transition socio-écologique.
bien, il faudrait d'abord préciser qu'est-ce qu'on entend par développement économique, n'est-ce pas? Donc, je précise d'emblée que la façon dont moi j'entrevois et dont je vais faire cette présentation-là, le développement économique, c'est à ne pas confondre avec ce qu'on appelle la croissance économique. Vous en avez une belle représentation de croissance économique avec la fameuse théorie du ruissellement, là, qui est l'idée de on va créer de la richesse. Puis évidemment, plus on crée de la richesse, plus magiquement, elle devrait se redistribuer dans la société. On le sait, c'est plus ou moins le cas. Donc, je n'aborde pas la question sous l'angle d'une croissance économique, ni sous l'angle des indicateurs qu'on va souvent utiliser pour réfléchir le développement économique, des choses comme le PIB, tout ça. Donc, c'est vraiment à distinguer. Et en fait, moi, je prends plutôt une perception, ou en tout cas une appréhension du développement économique comme quelque chose de principalement qualitatif, qui va tourner autour précisément donc des notions de qualité de vie, de conditions sociales. Puis là, vous nous connaissez, les chercheurs, on aime ça s'ostiner sur des définitions. Donc, il en existe quelques variations. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais l'idée, c'est à la base, quand on parle de développement économique, c'est une notion souvent d'amélioration. Puis là, on va le voir peut-être que dans le contexte de la transition socio-écologique, on peut aussi parler dans certains cas de maintien ou d'amélioration incrémentale. Mais dans tous les cas, le développement économique dont je parle, c'est celui justement qui est orienté vers la qualité de vie, vers les conditions de vie des territoires et particulièrement des territoires ruraux. C'est une des choses qui nous intéresse. Donc, on a posé un peu c'est quoi le développement économique. Et là, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que la transition socio-écologique? Alors là, ça, c'est encore pire que le développement économique. Les chercheurs, on fait juste commencer à s'ostiner sur ce que ça pourrait être. Donc là aussi, je ne rentrerai pas dans le débat, mais je vais garder la belle définition que vous avez vue, là, qui était là précédemment, les mots-clés. De quoi on parle quand on parle de transition socio-écologique? Des fois, on va parler juste de transition écologique, des fois de transition sociale et écologique, de transition juste. Bon, il y a plein de façons de l'appeler, mais au départ, c'est un processus de changement qui s'en va vers le partage des pouvoirs pour transformer justement le modèle de développement, pas qu'économique, mais entre autres, le modèle de développement de la société pour quelque chose d'écologiquement durable. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant. Socialement équitable, donc d'aller chercher une équité, une justice sociale, si on veut, et économiquement viable. Donc, on a cette espèce de triade dans cette notion de transition d'écologie, de social et d'économique. Alors, est-ce qu'on peut faire du développement économique en même temps qu'on est dans la transition socio-écologique? Bien, vous aurez compris qu'avec les définitions que je viens de donner, oui, ce n'est pas contradictoire. Tout va dépendre effectivement de comment on fait ce développement économique. Et c'est de ça dont je veux vous parler. Donc, vous avez devant vous deux belles images. Alors, je vous ai mis une image de forêt. Hein? La forêt au Québec, on connaît ça. On connaît, puis quand on parle de la forêt, bien, tout le monde connaît ça, là, des épinettes, des pins blancs, des érables. Vous avez aussi une photo de la ferme des 4 temps, donc la notion d'un potager. Hein? Ça aussi, généralement, on est assez familier avec la notion de potager. On connaît ça, des radis, des haricots. Bien, dans le développement économique, c'est pareil. Hein? On connaît ça, le développement économique. Ben oui, il y a des PME, puis il y a des grandes entreprises. Hein? Bien, vous aurez compris avec cette petite métaphore que dans la forêt, il n'y a pas juste des épinettes et des érables. Hein? On a aussi du charme, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un arbuste. Il y a de l'ostrier. Donc là, vous commencez à voir où je vous amène. Il y a des choses aussi qu'on ne connaît pas nécessairement qui composent notre forêt. Pareil dans notre potager, il y a des radis, des tomates, des haricots. Mais là, dernièrement, dans les dernières années, on s'est mis à y rajouter du kale, de la bêta-carre, de l'okra et ainsi de suite. Bien, dans le développement économique, on a aussi cette variété-là qui existe et qui peut être intéressante, dans le fond, à démystifier un peu. C'est ce que je veux faire avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je vais faire une brève présentation, puis je veux vraiment qu'à la fin, justement, on puisse discuter, puis vous pourrez poser vos questions sur les différents modèles que je vais vous présenter, puis on pourra démolir aussi peut-être, déconstruire certains des mythes qui sont associés à ça. Pour vous faire ce tour d'horizon, puis on s'entend qu'aujourd'hui, avec un webinaire d'1 heure, hein, on n'ira pas au fond des choses, je ne vais pas tout vous présenter, vous ne deviendrez pas des spécialistes ni du kale, ni du charme, ni de l'ostrier, mais donc je vais vous donner quand même une espèce d'aperçu.
Et pour vous amener à travers cet aperçu-là, je vais utiliser dans le fond ce que moi j'appelle les 4 P de l'entreprise. Ça, c'est un cadre qui a été développé à l'époque par les travaux de la Chaire de recherche du Canada en économie sociale, mais ne vous inquiétez pas, il ne sera pas question que d'économie sociale aujourd'hui. Mais donc, les 4 P de l'entreprise, c'est 4 lunettes, dans le fond, pour regarder les différentes formes ou les différents modèles d'affaires, puis en même temps, voir, bien, à travers ces 4 P-là, lesquels peut-être peuvent le mieux nous aider ou le plus nous amener à avancer vers la transition socio-écologique. Donc, les 4 P, propriété, pouvoir, profit et production. Propriété. Donc, ça, c'est toute la question de à qui appartient l'entreprise. Hein? Donc, l'entreprise qui est l'espèce de modèle auquel on pense, évidemment, quand on pense développement économique. Alors, dans les connus, hein, l'entreprise individuelle ou familiale, là, la PME, hein, souvent va appartenir à un individu qu'on va appeler l'entrepreneur ou à une famille ou à un petit groupe d'individus. Okay? Donc, ça, c'est des modèles qu'on connaît mieux. L'entreprise sociale aussi. Hein, donc là, je vous amène avec un nouveau vocabulaire. On va y revenir. Mais l'entreprise sociale, donc une entreprise qui souvent est une Inc., une PME, mais qui se donne une mission sociale. On va l'appeler aussi des fois l'entreprise à impact social ou à impact environnemental. Donc, une entreprise qui est un peu sous le même mode de propriété qu'une PME. Donc, ça appartient à un individu ou une petite famille ou un ou deux propriétaires, mais qui se donne une mission sociale. Donc, ça, c'est en termes de propriété. On a aussi des entreprises dont la propriété est largement celle des actionnaires. Vous aurez reconnu, ça, c'est un autre modèle qu'on connaît bien. Ce sont les grandes entreprises cotées en bourse. Donc, la propriété est généralement celle des actionnaires. Puis vous allez voir pourquoi ça change les choses quand on regarde la propriété. Mais il existe d'autres sortes d'entreprises dont les propriétaires peuvent être un collectif. Et tout le monde dans ce collectif-là est propriétaire au même titre. Et là, entre autres, on peut penser à nos coopératives. Je dis à nos coopératives affectueusement parce qu'au Québec, on est un terreau, je dirais, particulièrement fertile pour ce modèle d'affaires-là et depuis très, très longtemps. Bon, évidemment, vous penserez à Desjardins. Si vous voulez, on pourra débattre du cas Desjardins après. Mais il n'y a pas évidemment que Desjardins comme coopérative au Québec. Mais ce qui est intéressant avec le modèle de la coopérative, c'est que l'entreprise appartient à ses membres et à tous ses membres. Donc, pas juste à une portion des membres. Si on est membre, on est forcément propriétaire de l'entreprise. Et si on est propriétaire, on est forcément membre. Donc là, on a une entreprise dont la propriété est détenue par forcément un collectif. Pour monter une coopérative au Québec, ça prend un minimum de 5 personnes, exception faite des coopératives de travail qu'on peut démarrer à 3. Donc, il y a la notion d'un autre type de propriété collective. On peut avoir aussi une propriété, on va dire les propriétaires à qui appartient l'entreprise, à la communauté. En fait, légalement, ces entreprises-là sont dites sans propriétaire. Est-ce que ce dont je suis en train de vous parler, c'est des entreprises qui peuvent fonctionner avec un modèle OBNL, organisme à but non lucratif. Donc ça, dans la loi, la façon dont les OBNL sont constitués au Québec, ce sont dans les faits des organisations, des entreprises qui n'ont pas de propriétaire. Donc, personne ne peut dire « cet OBNL-là, c'est à moi ». Et en même temps, elles sont orientées, elles ont toujours une mission de servir la communauté. Donc, en quelque sorte, la propriété n'est pas celle de la communauté, mais l'orientation, elle, l'est. Puis, j'ai rajouté dans le lot un autre modèle qu'on connaît quand même bien aussi. On peut avoir des entreprises de propriété publique. On pense entre autres aux grandes sociétés d'État. Je ne reviendrai pas longuement sur ces entreprises-là, mais c'était juste pour, dans le fond, construire le panorama total. Pourquoi c'est intéressant de réfléchir à la propriété de l'entreprise? Bien parce que l'avenir et la pérennité de l'entreprise, d'une part, si on veut faire du développement économique dans un territoire, qui plus est dans un territoire rural, généralement, on souhaite que ce soit quelque chose de pérenne, quelque chose qui dure, quelque chose qui puisse justement construire, contribuer à cette amélioration des conditions de vie, de la qualité de vie et ainsi de suite. Donc, qui va être propriétaire de l'entreprise? Ça va avoir un impact sur ce qui peut arriver à l'entreprise. Ça peut avoir un impact sur est-ce qu'elle peut être achetée ou rachetée par des intérêts, par exemple, étrangers.
La coopérative, on reparlera du code MEC si vous le voulez à la fin, mais la coopérative, de façon générale, ne peut pas être rachetée simplement par une offre d'achat, qu'elle soit hostile ou pas. Donc, ce qui peut advenir de l'entreprise, ça fait entre autres, par exemple, du modèle coopératif, un modèle très intéressant pour l'exploitation des ressources naturelles. Hein? Ça a un impact aussi sur l'arrimage que va avoir l'entreprise avec le territoire dans lequel elle est installée. C'est sûr que si on a un propriétaire, par exemple, qui peut être un entrepreneur privé d'une PME ou un collectif de membres ou la communauté, bien, il risque d'y avoir des arrimages plus forts entre le développement de l'entreprise et le développement économique du territoire que si on est avec une grande entreprise dont les propriétaires sont des actionnaires qui sont à l'étranger et pour qui il n'y a pas nécessairement de nécessité d'ancrage local. Donc, la question de la propriété, elle est liée à ça, entre autres, l'avenir de l'entreprise. Et cet avenir-là, bien, dans le fond, c'est ça aussi qui va faire qu'on a un développement économique qui répond à nos valeurs ou à nos aspirations ou pas. Vous aurez compris que la propriété, évidemment... Oui? Est-ce qu'il y avait une question? C'est bon? Non, excuse-moi, Annie, c'est un micro qui s'est activé. C'est bon. Bon, il n'y a pas de souci. Comme je ne vois pas les visages, là, c'est bon. Donc, je continue. Alors, la propriété, évidemment, va être liée aussi à l'exercice du pouvoir dans l'entreprise. Donc, l'exercice du pouvoir dans l'entreprise, c'est qui décide et qui décide sur quoi aussi. Parce qu'à l'intérieur de l'entreprise, on peut décider sur plein de sujets. On peut décider des orientations stratégiques, de la mission de l'entreprise. On peut prendre des décisions justement sur le lien avec notre communauté, avec notre territoire. On peut prendre des décisions de développement, de choix de produits, de marché, de choix de production. Ça, j'y reviendrai. Donc, les modèles d'entreprise et les modèles d'affaires vont être différents aussi dans la façon dont le pouvoir est exercé au sein de l'entreprise. Dans une PME ou une entreprise sociale, hein, l'entrepreneur, donc la personne ou la famille, dans le fond, c'est principalement à eux que vont revenir les grandes décisions stratégiques, les décisions de développement de marché. Là, vous allez me dire, ben oui, mais un entrepreneur privé, il peut consulter son monde, il peut consulter sa communauté. Tout à fait. Mais dans le fond, la fois où il veut prendre sa décision tout seul pour lui-même, il le peut. Il n'y a pas de souci, il a le droit de le faire. Quand on est dans la grande entreprise, qui prend la décision? Qui prend les décisions? C'est le capital. Là, je l'ai volontairement écrit de cette façon-là. Mais dans le fond, encore là, puis on le sait, on le voit avec les grandes entreprises, les actionnaires pèsent très lourd dans les prises de décision de l'entreprise, surtout en termes de développement, justement, de stratégie, de mission et ainsi de suite. Bien, dans certains cas, on a des modèles d'affaires où ça peut être les clients qui vont décider, y compris sur ces grandes décisions-là stratégiques. Ça, c'est la coopérative de consommateurs. C'est un modèle d'affaires où les clients, dans le fond, vont participer directement à la prise de décision sur des grandes orientations, sur la mission, mais aussi sur des liens avec la communauté, sur les stratégies de développement et ainsi de suite. Donc, ça existe aussi. On peut donner ce pouvoir-là à des clients, à des consommateurs. Il y a des modèles d'affaires qui vont donner ce pouvoir-là aux travailleurs, aux producteurs. Alors, évidemment, la coopérative de travail, la coopérative de producteurs sont des modèles d'affaires qui vont permettre ça. Les membres qui sont propriétaires sont, par exemple, les travailleurs. Donc, c'est aussi les propriétaires, mais c'est aussi les dirigeants. Donc, c'est eux qui vont prendre les grandes décisions. Il n'y a pas que les coopératives de travailleurs. De plus en plus, du côté de l'entreprise privée, disons plus classique, on entend beaucoup parler, puis peut-être que vous en avez entendu parler, là, c'est un peu les nouveaux mots à la mode, mais la notion d'entreprise libérée, holacratie, peut-être que ça vous dit quelque chose. Il y a une époque où, dans le fond, ces beaux grands termes-là à la mode, on appelait ça de l'autogestion. On a le cas, par exemple, de Régitex, qui fonctionne de cette façon-là, où en fait, ce sont les travailleurs, même s'ils ne sont pas propriétaires de l'entreprise, on laisse aux travailleurs, dans le fond, de grands pans de prise de décision, de pouvoir pour runner la shop, comme on dit. Donc ça, c'est un courant qui est, je dirais, de plus en plus tendance, y compris dans l'entreprise privée. Par contre, est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est une mode?
Est-ce que quand il va y avoir des crises financières, dans le fond, on ne va pas tout d'un coup retirer ce pouvoir-là aux travailleurs pour contrôler un peu plus les coûts, ces choses-là? C'est sûr que le modèle classique de l'entreprise privée ne protège pas contre ça. Les modèles comme coopérative, coopérative de travailleurs, évidemment, protègent contre ça. C'est dans leur ADN. Les travailleurs vont prendre des décisions. Il y a des modèles où les décisions vont être prises par les parties prenantes. La coopérative de solidarité, l'OBNL dont on parlait tout à l'heure. Donc là, on peut avoir tout un bouquet de parties prenantes, les clients, les travailleurs, des gens de la communauté, des gens de la municipalité, donc des gens du territoire, et ainsi de suite. Ces formes-là sont encore plus, disons, à géométrie variable sur qui va prendre les décisions. Et évidemment, quand on est dans l'entreprise publique, c'est plus du côté des pouvoirs publics et des gestionnaires en place. Donc, tout ce qu'il y a autour de cette notion de pouvoir, je vous ai mis en bas, là, gouvernance démocratique, c'est un peu le principe du pouvoir qui nous rapproche de la transition socio-écologique, puis que certains modèles d'affaires mettent de l'avant mieux que d'autres. Ensuite, 3e P sur 4, à qui bénéficient les profits de l'entreprise? Et en dessous, qui va décider qui, dans le fond, en bénéficie? Dans l'entreprise privée classique telle PME, entreprise sociale, généralement, c'est l'entrepreneur, le propriétaire qui va prendre ces décisions-là. Du côté de la grande entreprise, c'est les actionnaires. Encore là, le capital, souvent aidé de leurs gestionnaires, grassement payés. Et donc, dans nos autres modèles qu'on peut avoir, ça peut être les membres. C'est dans la loi, par exemple, sur les coopératives, que c'est les membres qui vont décider ce qui sera fait avec les profits que génère l'entreprise. Et de ces profits-là, de toute façon, ils n'ont pas le droit de faire n'importe quoi. Soit il est redistribué de façon équitable entre les membres et réinvesti dans la coopérative, dans l'entreprise, ou il est simplement réinvesti dans l'entreprise. Même chose, qui bénéficie des profits? Dans le cas d'un OBNL, ça va être la communauté. On ne peut pas redistribuer les profits d'une entreprise qui est sous un statut juridique d'OBNL. Dans certains cas, quand on parle d'entreprise sociale ou social business en anglais, des fois, il y a cette association-là aussi. Ce sont donc des statuts non-profit. Ce sont des statuts où il y a interdiction de redistribuer les profits. Et donc, soit ils restent dans l'entreprise, soit il n'y a pas d'autres options. Et évidemment, du côté de l'entreprise publique, c'est les pouvoirs publics. Donc, c'est un principe ici qu'on va appeler un principe de distribution limitée ou interdite des profits. Et là encore, un entrepreneur d'une entreprise sociale peut très bien dire « Moi, tous les profits vont être réinvestis dans mon entreprise. » Il a ce pouvoir-là de prendre ces décisions-là. Mais il peut aussi, du jour au lendemain, décider que ce n'est pas ça qu'il fera cette année parce qu'il a le goût de faire un virage dans l'entreprise. Là, par contre, on n'a aucune garantie. C'est sûr qu'il y a d'autres modèles, les statuts juridiques d'OBNL, entre autres, et de coopératives, fournissent, disons, des garanties. Toi, tu manges de la viande, bébé? Un peu plus, un peu plus solide là-dessus. Dernier des 3P, des 4P, pardon, on est au 4e. Comment je vais faire ma production? Puis là, quand je dis production, je ne parle pas juste du manufacturier, je parle c'est autant service que manufacturier. Donc, toute la question des ressources humaines. Donc, comment je vais, comme entreprise, peut-être assurer l'inclusivité? Est-ce que je vais faire de l'intégration aussi pour certains types de main-d'œuvre? Je vais y revenir. Quelle protection aussi je vais mettre en place pour mes ressources? Protection en termes de santé mentale, en termes de santé physique. Quelles seront mes préoccupations d'égalité, des conditions de travail, la participation des travailleurs? On l'a vu déjà avec le pouvoir. Il y a toute la question des matières premières aussi. Comment je vais approvisionner mon entreprise, que je sois dans le service ou dans le manufacturier. C'est sûr que c'est plus prégnant dans le manufacturier, mais dans le service, je veux dire, souvent, on a quand même besoin de papier, d'ordinateur. Donc, toute la question des approvisionnements et toute la question des externalités, les déchets, les rejets, l'efficacité énergétique, tout ça. Donc, là aussi, est-ce qu'on a des modèles d'affaires qui nous permettent de, disons, peut-être mieux répondre à ces impératifs-là dans une option, une orientation de transition socio-écologique? Bien, là, c'est moins peut-être sur des statuts, mais c'est quand même intéressant de mentionner qu'au Québec, on a des entreprises d'insertion, où là, il y a une préoccupation, entre autres, justement, au niveau des ressources humaines, inclusivité, formation, intégration. On a au Québec aussi des entreprises de travail adapté.
Donc là aussi, c'est des entreprises qui vont être généralement pour des travailleurs qui ont des limitations physiques, fonctionnelles, et ainsi de suite. Ça existe, c'est un autre modèle d'affaires. On a la coopérative de travail, évidemment, qui donne justement du pouvoir à ces ressources humaines. L'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure, la fameuse entreprise libérée, la holacratie. Donc, on peut avoir un statut d'entreprise privée et quand même décider aussi de donner du pouvoir. Donc, c'est moins, disons, contrairement aux 3 autres P, c'est peut-être moins tranché sur des statuts juridiques, mais il n'en reste pas moins qu'on a toutes sortes de modèles d'affaires, dont un aussi, puis là, j'ai justement Marie-France, c'est une des petites faces de vignettes que je vois, mais il y a du travail qui se fait aussi autour de la question, par exemple, de l'économie circulaire. Donc, quels sont les modèles d'affaires qu'on va pouvoir développer autour de l'économie circulaire? L'économie circulaire, là, Marie-France, c'est la spécialiste, fait que je ne me lancerai pas trop, mais dans le fond, c'est cette notion justement de comment on peut valoriser et tirer un maximum des ressources dans un processus de production, entre autres manufacturier, pour justement être dans une optique plus de protection de l'environnement, usage des ressources raisonnées et ainsi de suite. Ah mon Dieu! C'est pas parce que c'est l'heure du dessert que je vous ai mis des beignes, même si ça vous donne envie. C'est juste parce que je me connais, j'allais oublier de vous parler de la théorie du beigne. Donc, on a des modèles d'affaires, évidemment, qui peuvent nous aider dans cette approche de la transition socio-écologique, mais il y a aussi des théories, dont la théorie du beigne, hein, donc on aime pour son nom. Merci, Minou. Et c'est quoi la théorie du beigne? En fait, c'est qu'au cœur du beigne, vous avez des normes ou enfin des principes qui vont dire les entreprises de mon territoire vont respecter un plancher en termes de normes sociales, donc justement au niveau des ressources humaines, de l'intégration, de l'ancrage local, et vont être limitées par un plafond en termes d'utilisation de ressources environnementales, de ressources naturelles. Donc, c'est cette idée de plancher-plafond, dans le fond, on se trouve dans ce beigne-là. C'est la théorie du beigne autour de justement comment on va produire en protégeant nos ressources humaines et naturelles. Donc, je vais arrêter très bientôt. Alors, je vous ai parlé de toutes sortes de modèles d'affaires. Vous en avez quelques-uns ici, coopératives, entreprises sociales, OBNL, PME, grandes entreprises. J'espère au moins que vous avez juste vu qu'il n'y avait pas que 2 grandes catégories d'entreprises qui nous permettent de faire du développement d'affaires. Comme je dis, je ne les ai pas toutes touchées. Et en fait, moi, j'aime bien les voir comme un continuum. D'un côté, on a des entreprises qui vont peut-être faire un peu mieux sur un P ou sur 2 P. Et de l'autre côté, on a des modèles d'affaires qui scorent plus fort, disons, sur les 4 P, pouvoir, propriété, production et, évidemment, il m'en manque toujours un, profit. Ben oui, les profits. Donc, les modèles d'affaires, c'est un continuum. Est-ce qu'il y en a un qu'il faut absolument pousser? Est-ce qu'il y en a un qui est parfait? C'est clair que non. Ce sont des systèmes humains, donc il n'y a rien de parfait. Mais peut-être que de chercher la diversité ou chercher à soutenir ceux qui, dans le fond, se préoccupent un peu plus ou ont un peu plus de paix du côté de la transition peut être intéressant. Et donc, je termine là-dessus. Comment on peut soutenir des modèles d'affaires plus, disons, en accord avec la transition? On peut mettre en place des politiques publiques au niveau local, régional, et je pense qu'on a l'exemple de la ville de Gatineau cette semaine qui a mis de l'avant sa politique sociale, d'économie sociale, pardon. Ensuite, on peut aussi avoir des financements. Il y en a qui existent. Il existe le réseau d'investissement social du Québec. Donc, il y a aussi tout un réseau de la finance solidaire au Québec. Donc, il y a des financements, mais il y a aussi des collectivités locales, des territoires qui ont décidé de mettre en place des financements, des leviers de financement dédiés à des modèles d'affaires qui répondaient mieux, par exemple, à la transition socio-écologique. On peut avoir des structures d'appui au développement de ce type d'entreprise-là. Donc, à l'époque, il y avait des CEDEC, des CLD. Il en reste encore aujourd'hui. Certaines régions, certaines municipalités, d'ailleurs, ont décidé de garder ces structures d'appui précisément, entre autres, pour soutenir des modèles d'affaires plus innovants ou moins connus. Et on peut évidemment participer à la promotion, à la sensibilisation et à l'éducation, à cette diversité écologique du côté aussi de l'entreprise. Donc, moi, c'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et je vais peut-être même arrêter le partage d'écran.
Puis comme ça, je pourrais répondre à vos questions et défaire aussi tous les mythes sur les coopératives, c'est des affaires juste pour les communistes. Merci Annie, tu nous laisses sur une belle prémisse de discussion, belle proposition de discussion. Merci, c'est super intéressant, très clair. En passant, il y a eu la question dans le clavardage, mais je vais profiter pour le dire que le document, la présentation et l'enregistrement vont être disponibles sur Passerelle en début de semaine prochaine. Donc, on vous le retournera par courriel à tous ceux qui étaient inscrits. Et même, j'ajouterais, Caroline, qu'il y aura un petit... je rajouterai là, à la présentation PowerPoint des ressources sur comment on peut comprendre mieux ces modèles d'affaires-là. S'il y en a qui veulent lire ou avoir de l'accompagnement, bien, j'aurai quelques ressources aussi. Excellent. Je vous invite, si vous avez le goût de rallumer votre caméra, c'est toujours plus intéressant de s'adresser à des vraies personnes. Yes! C'est le fun, merci. Puis, on va ouvrir la discussion. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, idéalement dans le clavardage ou en tout cas plutôt dans participants, là, au bas de votre écran. Si vous allez sur participants, vous avez une fonction lever la main. Je ne vois pas tout le monde en même temps sur mon écran, donc c'est plus simple si vous levez la main comme ça. Donc, est-ce qu'il y a déjà une première question pour Annie? Ça peut être toutes sortes de questions, là. Y compris sur le chat. C'est ça. Un Zoom réussi, ça prend au moins un chat. Comment il s'appelle ton chat, Annie? Comment il s'appelle? Ouais. Ah, mon Dieu. C'est honteux. C'est pas moi qui l'ai choisi, mais il s'appelle Austin. Austin. Enchantée. Oui, c'est ça. Moi, j'avais envie d'ajouter, mais je ne veux pas, pour les formes d'entreprise, là, bientôt, il faudra que tu rajoutes la fiducie d'utilité sociale à ton corpus. Avec plaisir. Mais tu me donneras un petit crash course. Alors. On fera un autre salade des savoirs de toute façon sur les fiducies d'utilité sociale, j'en suis certaine. Tout à fait. J'ai vu des micros s'allumer. Est-ce que... Marie-France? Oui, et Jean après. Parfait. J'avais une petite question, Annie. Est-ce que dans les études que tu as faites, une certaine mixité quand même en termes de type d'entreprise était souhaitable, souhaitée? Est-ce que cette mixité-là permet plus d'interaction entre les entreprises ou pas nécessairement? En termes de tissu économique, y a-t-il des meilleures combinaisons? Oui, c'est ça. Bon, alors en termes d'écologie des populations d'entreprises, puis le pire, c'est un véritable courant théorique qui existe, l'écologie des populations en théorie des organisations. C'est sûr qu'au même titre que dans l'écologie naturelle, la biodiversité, disons, est positive. Ça, c'est indéniable. Après ça, il n'y a pas de magie. C'est pas parce qu'on a cette diversité-là que tout d'un coup, les entreprises vont nécessairement plus parler entre elles, comme tu le disais, ou plus collaborer. Ça, c'est sûr qu'on se rend compte que ce soit les structures d'appui, de concertation, d'avoir des acteurs de deuxième niveau va généralement aider sur le travail interorganisationnel là, entre entreprises. Mais c'est sûr que oui, cette diversité-là est toujours souhaitable parce que ça fait des fertilisations croisées, hein, même si on ne collabore pas directement. Je pense qu'à travers les 20-30 dernières années, il y a des choses, pourquoi on reparle beaucoup d'autogestion? C'est parce que c'était pas si nono que ça, du côté de nos coopératives, par exemple, d'avoir ça. Donc, je pense qu'il y a des courants qui se rencontrent. Ce que ça fait aussi, c'est que c'est ça, il y a certains types d'entreprises, puis je pense particulièrement justement en milieu rural, qui sont peut-être mieux outillés pour bien protéger l'exploitation des ressources naturelles ou des territoires naturels. Puis là-dessus, entre autres aussi, Marianne pourrait renchérir avec la fameuse fiducie d'utilité sociale. Pas que pour ça, mais entre autres pour ça. Il y en a aussi justement qui vont être meilleurs pour être résilients face à certaines crises. Et ça, c'est démontré, effectivement, que, par exemple, les coopératives, face aux crises économiques, vont être beaucoup plus résilientes qu'une PME traditionnelle ou une entreprise, disons, à propriété traditionnelle. On le voit aussi dans les chiffres que le ministère nous fournit souvent sur les taux de passage qu'on appelle, donc le taux de survie
des coopératives et de certains OBNL marchands, puis là, je ne rentrerai pas dans les détails des statistiques, va souvent être supérieur à celui des PME traditionnelles. Donc, plus on va avoir cette variété-là aussi, bien, plus on a des chances de ne pas perdre tout un segment, tout un secteur d'un coup. Et en même temps, de garder, je dirais aussi, une certaine mobilisation de nos forces locales qui peuvent être, dans le fond, mobilisées à travers ces différents modèles d'affaires-là. Tout à fait. Donc, biodiversité, oui. Par contre, c'est ça, on n'en est pas dans les travaux de recherche à savoir s'il faut mettre du basilic avec des tomates, là, que ça pousse mieux. On n'a pas ce raffinement-là. On n'est pas rendu tout à fait au Non. compagnonnage aussi poussé. Il y a Jean qui avait levé la main, puis j'ai vu Patrick après. Jean? Bonjour Annie, bonjour à tout le monde. Ben, en fait, tu as répondu en bonne partie à la question que je voulais te poser. En fait, je voulais savoir, dans la période actuelle, dans cette transition-là, est-ce qu'il y a des signaux qui déterminent quel modèle d'affaires peut être plus pertinent qu'un autre? Donc là, ben, tu as quand même répondu en bonne partie, là, mais c'était ça ma question. Bien, c'est sûr que c'est ça. Je rajouterais que dans le contexte COVID, là, pour ne pas le nommer, c'est sûr que ça, on n'a pas d'études encore. C'est trop récent. Mais oui, effectivement, c'est sûr que les entreprises plus à propriété collective, entre autres, là, ou tournées vers la communauté, généralement passent mieux à travers ces crises-là que certains secteurs des entreprises privées. C'est sûr qu'en ce moment, la technologie, elle ne mange pas tant que ça ses bas, par contre. Ça fait qu'il y a une notion de marché, d'une part, mais il y a aussi une notion de modèle d'affaires. Patrick? Et, oui, bonjour Annie, j'ai trouvé ça fort intéressant, cette présentation générale, là. Quand on parle de communauté, on parle de territoire, et généralement, dans notre modèle, notre modèle social économique, là, chacun fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, ou à peu près. Là. Il y a des règles, bien sûr, pour encadrer un peu tout ça, mais est-ce que ce serait pas pertinent qu'une communauté là, se donne au-delà de règles ou une sorte de vision et une capacité de préciser ses valeurs, ses choix pour encourager, encadrer, supporter des entreprises qui se lancent, y compris même la possibilité de susciter la naissance de ces entreprises? Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis à 100% en faveur de ça. Je pense que justement, quand je reprends l'exemple de la ville de Gatineau, c'est ce qu'ils ont fait comme communauté. Ils se sont donné justement des balises, des orientations politiques pour soutenir, dans le fond, certaines formes d'entreprise. Et c'est sûr que mon jupon dépense. J'ai pas mal l'essentiel de mes travaux depuis 20 ans a porté grandement sur les structures d'appui au développement et à la création de ce type d'entreprise-là, dont les CEDEC. C'est sûr que l'hécatombe de 2015 est encore fraîche dans ma mémoire, mais je pense que les territoires, les communautés ont la capacité de se doter de ces outils-là. L'expertise, elle est là, elle existe. Dans certains cas, elle est peut-être plus difficile là, à rapailler, mais elle est là. Donc, comment créer ces entreprises-là, comment soutenir la création de ce type d'entreprise-là et comment les accompagner? On a l'expertise au Québec, c'est indéniable. On a même les véhicules financiers, on a plein de possibilités. Mais oui, effectivement, je pense que si on veut aller dans ce sens-là, puis il y a d'une part le message que ça envoie, de se donner des politiques et des structures d'appui. Là, ce que j'appelle les structures d'appui, c'est des organismes là, d'accompagnement. Ça envoie un message clair, puis ça a un impact réel sur le développement de ces entreprises-là. En même temps, je pense que c'est ça aussi, il faut faire attention. On a beaucoup d'entrepreneurs privés locaux dans nos PME qui sont aussi, dans le fond, très proches d'être des entrepreneurs sociaux. Fait que je pense qu'il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a de la place pour ça aussi, puis je pense qu'il y a des gens qui ont des visions. Il faut juste être conscient que, justement, quand on a des entreprises qui sont portées collectivement et portées par la communauté, bien, ça n'a pas les mêmes impacts, puis ça a des effets différents d'un entrepreneur privé, même s'il est très, très ancré dans sa communauté. J'espère que ça répond. Merci. On a une question, une main levée ici. Laure, si tu veux ouvrir ton micro.
Oui, bonjour. Merci, c'est très intéressant comme présentation. Alors moi, j'avais une question qui est en fait un peu sur les risques de développement de tels modèles d'affaires, donc au niveau très local. Donc, est-ce que vous avez des expériences à nous faire part ou des manières justement d'éviter les risques, notamment sur la survie de ces entreprises une fois qu'elles sont créées et implantées sur le tissu local, notamment dans un contexte de ruralité? Est-ce que le marché local, hein, de l'économie circulaire est suffisant pour elles et pour survivre et continuer à se développer? Ça, c'est la première part du risque. Et deuxièmement, comment on fait pour s'assurer qu'elles puissent, puisqu'elles agissent sur leur propre marché qui a ses spécificités, mais qui pourrait avoir des spécificités qui évoluent, comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces entreprises ou ce tissu local puissent bénéficier d'expériences d'autres territoires? C'est-à-dire, à force de territorialiser, comment est-ce qu'on s'assure finalement qu'on capitalise quand même sur l'expérience des autres? Merci. Tout à fait. Alors, d'emblée, c'est sûr que quand on est avec une idée d'entreprise, c'est pour ça aussi que j'ai employé quand même le mot entreprise tout le long, qu'elle soit sous forme coopérative ou BNL, peu importe la forme juridique qu'elle prendra, une entreprise, c'est une entreprise risquée. Hein? Il y a un risque à la base. Et ça, autant elles peuvent être plus résilientes, autant qu'on démarre une coopérative, un OBNL, peu importe, le risque est là, il existe. Il n'y a pas de modèle d'entreprise où il y a un risque zéro. Ça, c'est l'entreprise publique, puis ça amène d'autres problèmes et d'autres défis. Donc, il y a toujours un risque, ça c'est clair. Et autant pour les entreprises qu'on dit collectives que les entreprises plus classiques, traditionnelles, c'est sûr que c'est toujours un équilibre entre marché et participation, là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus, c'est sûr que si vous avez 3 clients pour vendre votre produit sur un immense territoire, bien que peu importe le modèle d'affaires que vous allez prendre, il y a un minimum qui est requis à la viabilité. Donc ça, on n'échappe pas à ça. Si on veut échapper à ça, c'est un peu aussi parfois le défi de certaines entreprises d'économie sociale, bien, c'est dans l'équilibre entre justement jusqu'à quel point ce que je rends ou que je produis est de l'ordre d'un service public. Et là, c'est la question du partenariat avec les pouvoirs publics pour dire, bien, on répond à un besoin essentiel pour lequel le marché n'est pas entièrement solvable. Fait qu'il y a l'entrepreneuriat, je dirais, où là, si on part, il faut avoir quand même un marché relativement solvable, ou sinon, on est dans cet entre-deux, ça prend des négociations avec les pouvoirs publics. Donc, il n'y a pas de recette magique, puis il n'y a pas de statut juridique ou de modèle d'affaires magique. Par contre, souvent, c'est ça, les entreprises plus autour du collectif vont peut-être se développer un peu plus lentement, mais vont justement établir aussi des choses qui, sur la durée, vont faire qu'elles peuvent plus longtemps se satisfaire d'un marché moins rentable. Là où le privé n'ira pas, entre autres, parce qu'il n'y a pas assez d'argent à faire, bien souvent, l'entreprise dite d'économie sociale, elle peut très, très bien vivre. L'idée, c'est qu'elle fasse bien vivre ses ressources, hein, donc ses travailleurs, ses clients, mais elle n'a pas besoin nécessairement de dégager des profits faramineux, ce qui, dans le privé, serait problématique. Donc, il y a comme une zone aussi où l'entreprise collective peut mieux répondre souvent que l'entreprise privée. Et après, comment on s'inspire, comment on se réduit pas au territoire, là, justement, pour aller chercher bien, les autres, comment ils font. Bien, pour ça, on aime le TIES, entre autres. Donc, ça, c'en est un exemple d'organisme qu'on a au Québec qui permet justement de transférer, de rendre disponible ce type d'expertise-là. Alors, je pense à Marie-France qui travaille sur l'économie circulaire. Donc là, il va y avoir des guides, il va y avoir des webinaires, des formations qui permettent justement aux acteurs de chacune des territorialités. Même chose sur fiducialité sociale, si je parle du TIES. Il y a aussi d'autres acteurs qui peuvent faire ça. C'est sûr que des fois, c'est des acteurs carrément. Le mouvement coopératif, de son côté, peut aussi mettre de l'avant des initiatives que ses propres coopérateurs ont fait, transférer ça. Mais de la même façon que moi, je milite en faveur d'organismes d'appui, de structures d'appui, je pense qu'il n'y a pas de pensée magique. On ne peut pas avoir un tissu économique vivant dans toutes les régions si on n'a pas aussi ces outils-là qui permettent d'échanger les expertises, qui permettent de voir qu'est-ce que les autres font.
Alors, il y a TIES, mais ça aussi, c'est des formules qui peuvent être variées, variables. Les ASP 2.0, je pense, en sont aussi un bel exemple, dans le sens où moi, j'ai appris ce qui se faisait à Petit-Saguenay, puis Saint-Camille aussi a appris ce qui se faisait à Petit-Saguenay, puis Petit-Saguenay a appris ce qui se faisait à Bellechasse. Donc, c'est ces initiatives-là, je pense, qui sont très riches et qu'il faut soutenir également, de toutes les façons possibles. Merci, Annie. Il y a une question ici de Lucie. Allô, Lucie. Bonjour Annie, merci pour ta présentation, très intéressant et très bien vulgarisé. Ma question est de voir si on a des agents de développement sur un territoire qui veulent être un peu les porte-parole de cette transition-là pour amener les gens à mieux comprendre puis à pouvoir agir. Ça serait quoi la stratégie la meilleure selon toi? Est-ce que, par exemple, dans Bellechasse, pendant longtemps, il y a eu des campagnes de sensibilisation concernant l'insertion socio-professionnelle qui ont vraiment porté leurs fruits. Donc, est-ce qu'un territoire est mieux de prendre un enjeu comme ça puis essayer de le promouvoir puis d'éduquer les gens, ou on est mieux d'y aller dans une approche un peu diagnostique à chaque entreprise pour voir quels sont les petits pas qu'ils peuvent faire par rapport à changer leur façon de produire ou la façon de générer leurs profits ou de prendre leurs décisions pour rendre ça plus démocratique? Est-ce que c'est un peu des deux ou il y a des stratégies quand on ne peut pas mettre nos énergies partout? Ça serait, qu'est-ce que tu nous conseillerais de faire? C'est sûr que, tu sais, évidemment, tu l'as dit, là, ma première réponse, c'est bien, c'est sûr, il faut tout faire. Mais bon, je sais qu'effectivement, on n'a pas toujours les ressources de tout faire. Mais je pense que les deux fonctionnent. Il y a d'une part, puis c'est là aussi où je reviens sur l'importance d'avoir des organismes d'accompagnement, c'est de connaître les dynamiques territoriales. Parce qu'il y a peut-être des territoires où, effectivement, faire de la promotion, de la sensibilisation, ça va un peu tomber à plat. On l'a vu, il y a certains territoires où, comme les gens ne sont pas encore rendus là, c'est pas assez concret. Donc là, ça peut être d'aller carrément, effectivement, auprès des entreprises puis de dire, bien, as-tu pensé à telle chose, as-tu pensé à telle chose? En même temps, ça demande beaucoup d'énergie, puis l'effet, justement, que ça peut répandre est peut-être plus limité. Mais des fois, ça permet de commencer quelque part, que de partir avec un gros battage puis de ne pas savoir. Et c'est là où, c'est ça, de connaître son territoire, sa dynamique. Bien, si on a un bassin, par exemple, d'entrepreneurs qui sont privés, mais qui sont plutôt ouverts, bien, faire une communauté de pratique, Donc, tu sais, je pense que l'idée, c'est d'amener vers le collectif parce que c'est ça qui permet de ne pas... tu sais, quand on est en mode, on n'a pas des ressources pour tout faire, bien, c'est sûr que plus on collectivise, plus on démultiplie. Donc, tu sais, même si c'est une entreprise une par une, bien, au début, c'est une par une, mais une fois qu'on en a fait 4-5, bien, on peut les faire se parler ensemble. Donc là, on amène ça à un niveau collectif. Fait que c'est pour ça que organisme d'accompagnement, c'est la dynamique territoriale. Et après ça, c'est sûr qu'en même temps, la promotion, la sensibilisation, ça porte fruit aussi, parce que c'est par là, c'est l'œuf ou la poule, là. Aussi, ça peut amener à développer, puis peut-être qu'à l'étape même d'avant, c'est les acteurs du territoire qui prennent position collectivement là-dessus. Ça aussi, ça va venir renforcer. Parce que tout le monde pourra devenir là aussi un agent de promotion, de changement. Donc, de former, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'élus municipaux qui seraient probablement très intéressés, très réceptifs, mais comme plein de mes étudiants, ils ne savent juste pas que ça existe. Tu sais, c'est souvent ça. Fait que ça, je pense qu'aussi, c'est un bon vecteur pour la pérennité. Tu sais, pour l'impact à court terme, c'est peut-être un par un. Ça peut être une entrée, mais c'est sûr que plus on veut ça sur une longue durée, bien, je pense que plus il faut monter. Merci, Annie. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je n'ai pas de main levée. Oh, Pierre-André? J'ai vu une main. 1, 2, 1, 2, testing. OK. Je ne sais pas si c'est une bonne question, si c'est trop plate, laisse tomber. Là. Annie, dans tes réponses, tu as spontanément fait référence au PME. C'est-à-dire que tu as introduit un nouveau critère qui est la taille de l'entreprise. Comment il faut tenir compte de ça? On sait qu'un peu partout, c'est ça qui est souvent la base des économies locales, les PME. On fait quoi avec ça? Plus on est petit, plus on est fragile. À mon temps, on parlait aussi des TTE, des petites entreprises. Comment on intègre ça, cette question de la taille des entreprises? La taille de l'entreprise. Ben, moi, je ne suis pas grande de nature, fait que j'aime ça quand je parle beaucoup de PME parce que le Québec est
un tissu de PME. C'est 98 là, au Québec de PME, de TTE, y compris en économie sociale. Hein, on a dans les entreprises dites collectives, là, on a 2 grands flambeaux, disons, là, qui sont de taille plus imposante, mais le reste, c'est aussi des PME. Donc, oui, comment on fait quand on est un tissu de PME pour peut-être espérer ou aspirer à avoir un peu plus de la solidité de la grande entreprise, surtout face à une mondialisation, je dirais, là, qui est assez sauvage, pour ne pas le dire. Bien, encore là, je pense qu'on est dans... c'est là où les dynamiques territoriales, d'une part, et une des choses dont on parle moins aujourd'hui, mais qui a longtemps aidé le mouvement coopératif, c'est le principe de l'intercoopération. Donc, de se dire, bien, entre entreprises, on va aussi s'aider. Et dans certains cas, ça a permis même à des coopératives de bien vivre, alors que le marché local, au départ, n'était pas nécessairement à tout casser. Donc, il y a peut-être là, entre autres, une piste de réponse. Comment réinterpréter l'intercoopération à l'ère de la transition socio-écologique. Mon Dieu, ça sonnait bien, ça. Et il faut juste aussi faire attention parce que dans les mythes qu'il faut défaire sur l'intercoopération, c'est souvent comme « Ah, ben OK, moi, je fais affaire juste avec des coopératives si je suis une coopérative. » Non, non, c'est pas une religion, là, mais c'est de dire « Je vais penser à mes collègues coopératives avant les autres. Hein? » Donc, je vais dans mes politiques d'achat ou d'approvisionnement, je vais avoir une préférence pour, par exemple, une entreprise de type coopérative, si je suis une coopérative, mais ça ne veut pas dire que ça me charge 3 fois plus cher, je vais y aller parce que c'est de la coopération. Là. C'est là où je dis, c'est pas de la charité, c'est pas de la religion. Là. Mais comment on peut faire vivre ce principe d'intercoopération entre entreprises, qu'elles soient sociales, impact environnemental, collectif, de solidarité. Ça aussi, je pense que ça fait partie des réflexions que les entreprises peuvent faire et que les communautés peuvent faire aussi. Merci. On a 2 mains levées. Vincent et Geneviève après. Vincent. Alors, je mets mon image. J'espère que ça ne coupe pas le son. Est-ce que vous m'entendez? C'est pas terrible. Je m'excuse, Vincent. Non. Alors, je coupe mon... C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux, d'accord. J'ai des difficultés d'Internet aujourd'hui. Alors, peut-être pour donner une illustration, parce que dans les ateliers Savoir partager, il y a donc 3 collectivités, communautés. Il y avait des visites. On a été visiter Saint-Camille, visiter Bellechasse, puis arrivé à Petit-Saguenay, il a fallu faire ça virtuellement parce qu'il y a un petit virus qui s'est interposé. Mais il y a quand même le principe des visites où on rencontre les gens, on apprend l'histoire, etc. Quand on a été à Saint-Camille, il y a notamment Jacques Roux, qui est un des vieux de la vieille là-bas, qui a fait une petite présentation. Mais Benoît Bourassa et Sylvain Laroche, qui sont ici, pourraient raconter aussi beaucoup, parce que c'est des artisans de la première heure à Saint-Camille. Et pour illustrer quelque chose d'intéressant pour voir comment, quand on pense développement, souvent on dit développement, ça veut dire économie, ça veut dire marché. Et des fois, il faut contourner le marché ou même refuser le marché pour permettre le développement. Jacques Proulx racontait qu'à Saint-Camille, il y avait une terre. Il dit, ma terre, je ne la vends pas, je ne la donne pas à mes enfants, je la donne dans une fiducie. Et cette fiducie permet de développer des nouvelles cultures, souvent des nouvelles cultures, des herbes, des fruits, des légumes qui ne poussaient pas avant, qui vont pouvoir ensuite être peut-être cultivés et peut-être ensuite aller sur le marché. Mais ça a pris un moment de dire non, ça, on le sort du marché. Et on décide ensemble, donc l'enjeu de la gouvernance, l'enjeu de la propriété, c'est important, pour voir comment on va faire. Il y avait un vieux magasin général qui ne marchait plus. Il y a 4 personnes qu'on appelait le groupe du coin, et il y a des augustes représentants du groupe du coin ici, qui ont avancé l'argent, qui ont prêté pour qu'on transforme ce magasin général dans un édifice multi-services et activités qui s'appelle le Petit Bonheur, où il y a des spectacles, enfin il y en avait avant le virus, des bureaux, on peut manger de la pizza le vendredi, etc. Et il y a un centre d'interprétation du milieu rural aussi. Et ce faisant, ça a permis, et ça a été remboursé, donc
ça a permis de développer des activités culturelles, les bureaux, et ensuite de transformer l'église en face qui devient un centre de congrès. Et donc, si on avait pensé, j'imagine, à Saint-Camille, on va chercher des marchés, jamais tout ça ne serait arrivé. Et donc, le fait de décider ensemble, de financer, parce que le Petit Bonheur, il a fallu qu'il y ait 4 personnes qui le financent. Mais si dans tous les territoires au Québec, on avait des outils financiers pour racheter, transformer des anciens édifices ou des vieilles églises et qu'on peut utiliser, ça permet le développement. Donc, c'est juste pour dire comment il y a des ressources du monde, des mobilisations locales qui permettent d'amorcer une roue de développement, mais en contournant le marché et plutôt en utilisant la viabilité comme contrainte, oui, mais au profit des aspirations, besoins des populations et du vivre ensemble. Merci, Vincent. Annie, si tu permets, comme le temps file, je prendrai aussi la question de Geneviève, puis après, peut-être que tu pourras faire une réponse sur les deux. Ça te va? Oui, tout à fait. Geneviève? Bon, merci. Oui, ben, je vais y aller rapidement. Il y a plusieurs personnes que je ne connais pas ici. Donc, Geneviève Huot, directrice adjointe du TIS. En fait, c'est un petit peu un complément à la dernière réponse qu'Annie a donnée à la question de Pierre-André sur la question de la taille des entreprises. Puis, ben là, je vais faire une petite blog encore pour le TIS, même si Annie en a fait d'autres. Il y a aussi toutes sortes de stratégies qu'on peut envisager quand on met sur pied une initiative qui, au départ, est peut-être petite, ancrée dans un territoire, puis qu'on n'a pas nécessairement, au départ, la perspective de développer une méga grande entreprise. Il y a toutes les stratégies de changement d'échelle qu'on peut envisager, soit des fois peut-être développer des points de service, quelque chose qui ressemble à une franchise, des fois des ententes de coopération, tout ça. Et là, la plug pour le TIS, c'est que notre collègue Marie-France, qui travaille maintenant sur les questions d'économie circulaire, a travaillé aussi sur un projet sur le changement d'échelle. Fait qu'il y a plein d'outils intéressants à ce sujet-là qui ont été développés. Puis on parlait beaucoup à l'époque de changement d'échelle au niveau d'une entreprise ou d'une initiative, mais là, on commence à parler aussi de changement d'échelle, de dynamique de développement territorial, de dynamique de transition socio-écologique. Fait que, dans le fond, puis ça, je pense que vous êtes en train de le faire dans le projet des ateliers des savoirs partagés. Les échanges que vous faites, bien, vous allez vers une réflexion plus large que ce qui se passe dans un territoire, mais pour voir comment est-ce qu'on peut changer la dynamique de développement à partir de différents territoires, mais en échangeant entre nous, puis en ayant une pensée sur la transformation du modèle qui est peut-être un petit peu plus large que ce qu'on fait chacun au quotidien. On dit, OK, oui, on est en train de construire quelque chose de plus large. Voilà. Merci Geneviève. Annie, est-ce que tu veux... En fait, c'est pas tellement des questions, mais c'est des questions qui sont extrêmement pertinentes et qui viennent encore enrichir effectivement le propos. Puis une des choses peut-être que j'ai pas soulevé tant que ça, mais quand on repasse à travers les 4P aussi, moi j'ai présenté ce qui existe, mais il reste aussi tout le pan de ce qui n'existe pas puis qui est à inventer. Et ça aussi, on peut le faire collectivement. Puis je pense que nos territoires ont les forces vives pour penser ça, pour réfléchir ça. Des nouveaux modes de propriété, des nouvelles façons de partager le pouvoir, de prendre des décisions. Vincent l'a bien soulevé là, avec le cas de Saint-Camille, comment on peut contourner au départ le marché, la notion, donc l'enjeu des profits qui vient tout de suite pour peut-être après ça faire des effets de levier. Donc, tu sais, j'aurais pu aussi terminer chacun des 4P sur et tous les autres cas de figure que vous allez inventer. Il y a encore place, je pense, là aussi, à l'innovation, surtout si on espère transformer le modèle actuel. Il faut juste arrêter de rêver des pignettes puis rêver d'un peu d'autre chose. C'est super. Merci beaucoup, Annie. C'est une très belle conclusion, je trouve, à cette présentation. Merci beaucoup à toi. Merci à tout le monde d'avoir été là. Donc, on vous fait suivre le lien. Oui, hein, si on pouvait applaudir ou faire du bruit ou... Merci. On va vous faire suivre les documents, les liens vers l'enregistrement aussi. Puis si jamais il y a d'autres questions, moi aussi, n'hésitez pas à m'interpeller. Merci tout le monde. Bon après-midi. Bonne fin de journée. Merci. Merci Annie. Bye. C'était super intéressant. Ah, ben tant mieux. Merci. Merci Annie. Merci tout le monde.